De la chaleur, de l'eau, de la vie. Sur la troisième planète du système solaire, les choses n'ont pas tourné comme sur Vénus ou sur Mars. Chez nous, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. L'eau est abondante sur la Terre, mais aussi dans les nuages ou sous forme de glace. Trois états fondamentaux pour cette molécule si précieuse. Trois états qui ont permis à la vie d'apparaître, de jouer des formes et des couleurs. Mais un jour, après des milliards d'années d'évolution, une espèce va lever les yeux vers la voûte étoilée et poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées dans l'univers, d'autres biosphères avec des faunes, des flores et peut-être même des êtres intelligents qui se posent des questions? Bon, il faut dire tout de suite, on n'a pas de réponse claire et nette à cette question parce qu'on n'a jamais observé d'une façon crédible, vraiment crédible, l'existence d'autres planètes habitées. Cependant, il y a des arguments qui, je pense, sont assez bons, juste modérément bons, et qui donnent à penser qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est plutôt une question d'opinion, je dirais. C'est une thèse qui peut se défendre, mais qui n'est pas parfaitement convaincante, je dirais. Alors, je crois que c'est à chacun de se faire une opinion. Quels sont ces arguments en faveur du fait que la vie serait répandue un peu partout dans l'univers? Eh bien, c'est que nous vivons dans un univers qui est très uniforme, à beaucoup de points de vue. On retrouve partout les mêmes atomes, les mêmes molécules quand on peut l'observer. Les étoiles des galaxies voisines ressemblent aux nôtres, il y a les mêmes classes d'étoiles. Les galaxies, en gros, se ressemblent beaucoup. Aussi loin qu'on regarde dans l'univers, à la fois dans les très grandes structures que sont les étoiles, les galaxies, comme dans les toutes petites structures que sont les atomes et les molécules, c'est la même chose, c'est pareil. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que nous avons maintenant des renseignements sur les lois de la nature. Est-ce que les lois de la nature sont les mêmes partout? Est-ce que la force de gravité est la même, la force nucléaire, la force électromagnétique, la masse de l'électron, la masse du proton? Eh bien, chaque fois qu'on a essayé de tester, d'avoir des preuves, on n'a jamais pu montrer de différence entre les lois de la nature, la force de Newton, la force électromagnétique, ici et à des milliards d'années-lumière, ici et il y a des milliards d'années. Nous vivons dans un univers extrêmement uniforme et les mêmes phénomènes on se retrouve un peu partout dans tous les domaines où on peut observer, où on a la possibilité d'observer. Alors la question de la vie extraterrestre se pose, je pense, plutôt de la façon suivante. Est-ce que donner une planète qui aurait des conditions analogues à celles de la Terre, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles la vie peut s'organiser, et la Terre en tout cas est la preuve qu'il s'est existé au moins une fois, il y a au moins un endroit sur la Terre, dans l'univers où la vie a pu s'organiser. Imaginons une autre étoile un peu analogue, il y en a des milliards, il n'y a pas de problème. Imaginons que cette étoile ait des planètes et qu'une de ces planètes se trouve dans le domaine où la vie peut apparaître. Est-ce que la vie va apparaître après un certain temps si elle peut apparaître? Je pense que surtout on a sous-estimé la capacité de la nature à s'organiser, à trouver des trucs pour aller toujours plus loin dans l'organisation. Mais bilan, cependant, revenons à notre discussion, il n'y a pas de preuve définitive de l'existence d'êtres extraterrestres et de biosphères extraterrestres. Sur ce plan, il faut bien avouer que nous sommes dans l'ignorance. Cependant, il y a des arguments, comme j'ai mentionné, des arguments plutôt de plausibilité qui font que beaucoup de scientifiques, surtout chez les astrophysiciens, pensent que la vie est beaucoup plus probable qu'on pensait, qu'il y a probablement beaucoup de biosphères. Il y a du côté des biologistes, des évolutionnistes, l'idée contraire. Bon, vous voyez que c'est une discussion qui va se poursuivre encore longtemps et qu'on ne pourra la régler que le jour où nous aurons vraiment des petits hommes verts qui vont débarquer chez nous. Les premiers visiteurs extraterrestres viendront de très loin, car nous savons qu'aucune civilisation n'occupe
les autres planètes du système solaire. De même, nous sommes persuadés que la richesse et la variété des habitants de la Terre séduiront ses cousins célestes. Avec 500 000 espèces de plantes et plus d'1,8 million espèces d'animaux recensés, la faune et la flore font preuve d'une imagination sans bornes. Au fil des temps, la structure des êtres vivants s'est complexifiée. Pour proliférer, ou plus simplement pour survivre, la séduction et le camouflage ont été des armes redoutables. Mais le regard que nous portons sur les êtres vivants et leur histoire va maintenant bien au-delà de notre propre biosphère. C'est au cœur de ces soleils que tout a débuté. Tous les éléments qui nous composent, nous, les hommes, mais aussi les plantes, les animaux, la Terre elle-même, ont été forgés dans les étoiles. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer qu'aujourd'hui, nous posons des questions au ciel. D'où venons-nous? Et sommes-nous seuls dans l'univers? Notre histoire débute par une plongée dans le temps, sur la Terre d'il y a 4 milliards d'années. Vue de l'espace, la planète n'est pas bleue, mais brune, car il n'y a pas d'oxygène et les volcans crachent alors du méthane, de l'ammoniac et du gaz carbonique. 40 millions de siècles plus tard, nous sommes bien loin de ces conditions d'apocalypse, mais nous ne savons toujours pas si c'est dans l'atmosphère ou dans l'eau que la vie est apparue pour la première fois. C'est pour le savoir qu'un chimiste américain, Stanley Miller, reconstitua au fond d'un alambic les conditions de la Terre primitive. Un peu d'ammoniac, une pincée de méthane, un zeste d'hydrogène et une mesure d'eau bouillante, le tout pimenté de décharges électriques pour simuler les orages, et le tour fut joué. Au fond de cette soupe primitive, il va découvrir des sucres, des alcools et des acides aminés, c'est-à-dire les briques de la vie. Quelques années plus tard, les astronomes vont observer entre les étoiles la présence de ces mêmes molécules. Surgit alors une nouvelle hypothèse. Et si les molécules organiques, celles qui vont être à la base de la chimie du vivant, venaient de l'espace? Quand la Terre s'est formée pendant des centaines de millions d'années, le bombardement des comètes aurait été suffisant pour ensemencer la planète de ces molécules prébiotiques. Certains vont même jusqu'à imaginer que l'eau des océans est la preuve que des millions de comètes sont tombées et qu'elles ont fondu. Au bout du compte, personne ne sait vraiment comment la vie est apparue. Ce qui est sûr, c'est que la frontière entre l'inerte et le vivant a été franchie sur la Terre et que les différences entre les êtres ne sont pas si fondamentales qu'on pourrait le croire. Entre un être humain et un ver de terre, apparemment on a affaire à deux entités qui sont très différentes. En fait, si on regarde les deux systèmes au microscope, déjà on voit une grande unité qui est l'existence de la cellule. Lorsqu'on va encore plus loin, lorsqu'on regarde la structure moléculaire, eh bien, vers de terre ou êtres vivants, on se rend compte qu'ils sont construits exactement avec les mêmes molécules fondamentales, qu'on appelle protéines et acides nucléiques. Aussi, je crois que cette grande unité, déjà, c'est une indication sur l'origine de la vie. Alors, est-ce qu'on peut donner une définition de la vie quand on voit déjà quelle est la structure du vivant? Pourquoi pas? On peut dire que la vie, eh bien, c'est
un système basé sur la chimie du carbone d'un côté. Le carbone semble un élément tout à fait essentiel au vivant, et puis de l'autre côté, un solvant universel qui est l'eau liquide. Quand la vie est apparue, il y a 3,5 milliards d'années, il s'agissait d'organismes unicellulaires qui devaient ressembler à des bactéries, à nos microbes d'aujourd'hui. De ces époques lointaines, on sait bien peu de choses, si ce n'est que de grandes catastrophes vont rythmer l'histoire des êtres vivants. Le premier élément important est la lenteur de l'évolution initiale. Il faudra 3 milliards d'années pour dépasser le stade unicellulaire et voir naître les premiers animaux à corps mou. Des méduses, mais aussi un bestiaire d'étranges créatures vont témoigner, il y a 530 millions d'années, d'un épanouissement de formes sans précédent. Au fond des mers s'écrivent les premières pages de l'histoire de la vie. L'apparition des animaux à coquilles et à carapace dure nous a laissé d'innombrables fossiles comme ces superbes trilobites qui vont proliférer dans les abysses de l'ère primaire. Pour une raison inconnue, peut-être des comètes tueuses, la vie va subir sa première crise majeure. Brutalement, 90% des espèces vont disparaître à jamais. Sur les terres émergées, couvertes de gigantesques forêts marécageuses, les reptiles vont prendre le pouvoir. Parmi eux, les dinosaures. Les plus célèbres des animaux préhistoriques vont régner sur la Terre pendant 200 millions d'années. On oublierait presque que c'est à cette époque, le secondaire, qu'apparaissent les fleurs et les mammifères. Leur disparition fut brutale. La mort, qui tomba du ciel sous la forme d'une pluie de comètes, réveilla les volcans et rouvrit la porte de l'évolution. 65 millions d'années plus tard, l'Homo sapiens sapiens part en quête de ses origines. Y a-t-il la vie ailleurs? Y a-t-il d'autres mondes tels que Vénus et Mars, c'est ce à quoi on avait pensé au début, où les conditions sur ces planètes sont semblables à celles qui règnent sur Terre, ou tout au moins permettraient l'existence d'une certaine forme de vie? Et je dois dire que dans les années 1960, on ne savait pas si la vie était dans le système solaire uniquement sur la Terre ou était ailleurs. Et bien, grâce à l'exploration, nous savons maintenant qu'il n'y a de la vie que sur Terre, il n'y en a pas ailleurs, et nous comprenons pourquoi. Et nous comprenons que le fait que la vie est apparue sur Terre est lié à un ensemble de facteurs. La distance de la Terre au Soleil, la bonne distance, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. La zone dans laquelle l'eau peut exister, parce que l'eau a joué un grand rôle dans la chimie des molécules qui se sont rassemblées dans certaines premières formes de vie, eh bien cette zone est extrêmement étroite. Je veux dire que si l'objet est trop petit, par exemple, la gravité ne sera pas suffisante, ne pourra pas retenir l'eau. Vous voyez, un objet comme la Lune, par exemple, n'a pas permis le développement de vie à sa surface. Si un objet est trop lointain et trop petit, comme Mars, eh bien, on pourrait avoir de l'eau, mais les conditions de température et de pression ne sont pas les bonnes actuellement. Alors que dans le passé, il y avait de l'eau sur Mars. Donc de la vie aurait pu exister sur Mars il y a quelques milliards d'années. Ça, c'est pas impossible. Quand on est dans le cas de Vénus, la vie pourrait exister sur Vénus, mais à condition que l'atmosphère soit différente. Les conditions qui règnent actuellement sont totalement impropres à toute forme de vie. Autrement dit, on voit qu'il y a une certaine zone, comment dirais-je, qui est bien limitée autour d'une étoile. Tout espoir de trouver de la vie dans le système solaire n'a pas été abandonné. En l'honneur de l'astronome français qui découvrit 4 satellites de Saturne et la division principale de ses anneaux, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont baptisé cette expédition sur Titan la mission Cassini.
Cette lune de Saturne, un peu moins grosse que Mars, se dissimule derrière une épaisse atmosphère. Nous sommes le 25 juin 2004 et la mission Cassini va larguer une petite sonde dans les brumes de ce qui pourrait bien être une Terre primitive en hibernation. Pendant sa descente dans l'atmosphère de Titan, elle va analyser sa composition chimique et rechercher la présence de composés organiques. Et c'est là qu'est le véritable enjeu de l'expédition, car les scientifiques sont convaincus qu'ici, comme sur la Terre il y a 4 milliards d'années, une chimie du vivant a pu se mettre en œuvre. Seulement sur Titan, il n'y a pas d'eau et la température ne dépasse pas les moins 180 degrés. L'atterrissage sur le sol de la planète sera filmé et retransmis en direct. Là encore, personne ne sait si la sonde se posera en douceur ou plongera dans un océan de méthane liquide. L'expédition Cassini marquera un tournant dans la recherche de la vie extraterrestre. Car il y a très peu d'endroits dans le système solaire où le passage de l'inerte au vivant a des chances d'avoir réussi. Mars devenu stérile, la dernière oasis primitive, c'est Titan. Titan a tout ce qu'il faut à cause de son atmosphère, à cause des couplages entre l'atmosphère, la surface. Il y a aussi des aérosols, plein de particules dans l'atmosphère de Titan qui masquent la surface. Donc tout ce qu'il faut sauf l'eau. Et pour nous, Titan représente une référence, représente un laboratoire témoin dans lequel la chimie du carbone a dû s'arrêter, n'a pas dû aller aussi loin que sur Terre. Et pour nous, c'est indispensable d'aller voir jusqu'où justement va cette chimie en l'absence d'eau. Le fait d'observer Titan devrait nous permettre de voir ce qui serait passé sur Terre si la température et la pression avaient été plus, si la température surtout était beaucoup plus froide, avait été plus basse. Autrement dit, cette exploration nous permet de comprendre deux choses. Premièrement, pourquoi il n'y a que sur Terre qu'il y a de la vie, mais surtout comprendre comment les conditions un peu plus loin, un peu plus près, c'est plus gros, c'est moins gros, étaient-elles impropres à la vie. Et finalement, de mieux comprendre comment ça pourrait se passer autour d'autres étoiles qu'on explorera, mais dans quelques centaines d'années. Si l'on admet qu'un monde sans atmosphère ne peut héberger la vie, alors les planètes géantes comme Saturne ou Jupiter constituent un laboratoire fascinant pour les petits chimistes du système solaire. Bien sûr, il ne s'agit pas d'y rechercher des êtres vivants dans des conditions extrêmes, mais d'étudier la variété des habitats planétaires et la force de leurs tempêtes. Octobre 1989, la sonde Galileo quitte la soute de la navette spatiale, objectif Jupiter. La mission interplanétaire la plus complexe et la plus ambitieuse depuis Apollo va explorer pendant 2 ans ce que les petites sondes Pioneer et Voyager n'avaient fait que traverser en quelques jours. Pour atteindre les mondes de Jupiter, les contrôleurs de l'espace vont diriger Galileo vers Vénus, qui va la renvoyer vers la Terre. Certes, ce n'est pas la route la plus directe, mais en utilisant les planètes comme une fronde, en rebondissant par effet gravitationnel, le voyage Terre-Jupiter ne va durer que 6 ans. En juillet 95, comme prévu,
Galiléo est entré dans le système de Jupiter. En dépit d'une antenne bloquée, la sonde a largué une petite capsule atmosphérique chargée de pénétrer dans les nuages de la planète géante. Nous serons exactement le 7 décembre 1995 et cette petite capsule scientifique va foncer comme un boulet de canon dans la haute atmosphère de Jupiter. À 185 000 km/h, c'est l'onde de choc de son bouclier qui devra la protéger. Évidemment, tout le monde souhaite que le parachute s'ouvre, mais personne n'a jamais pu tester en grandeur réelle les conditions de température et d'accélération qui régneront alors. Si elle survit, la sonde descendra jusqu'au-dessous des nuages de vapeur d'eau, à la base de l'atmosphère jupitérienne. C'est là qu'il y aurait des orages terribles et de grandes tempêtes. Plus en dessous, elle s'enfoncera dans une soupe semi-liquide d'hydrogène et d'hélium qui va finir par l'écraser sous une énorme pression. Y a-t-il des mondes gazeux où la vie ait pu naître, des planètes où l'on flotte dans les nuages? Paz e felicidade a todos. 各位好嘛，祝各位 Adanish Lushulmu. Bonjour tout le monde. Isolé, perdu dans l'océan cosmique, l'homme a jeté des bouteilles à la mer. Geste symbolique s'il en est, comme ce disque vidéo placé à bord des sondes Voyager. 2 heures de film, de musique, des bruits de la nature, des images de la Terre, pour le plus interminable des voyages. L'une des faces qui schématise l'emplacement de notre planète explique comment utiliser le disque. Il y est dit aussi qu'à notre époque, nous lançons des fusées à poudre pour voyager dans l'espace. Mais nous ne sommes pas allés bien loin. Et nous serions tellement heureux de recevoir de la visite qu'à cette occasion, nous nous transformerions tous en pacifistes. Et ce ne sont pas les autres messages déjà expédiés, comme les plaques fixées sur les sondes Pioneer, qui diront le contraire. À part qu'ici nous vivons tout nus, l'invitation reste la même. Arecibo, 16 novembre 1974. Avec son antenne de 300 mètres de diamètre, le plus puissant radiotélescope du monde va entrer dans l'histoire. Ici, dans l'île de Porto Rico, l'émetteur-récepteur géant cumule déjà de nombreuses observations originales. Avec 7 hectares de panneaux d'aluminium, il a tiré sur la Lune et sur Mars pour choisir les sites d'atterrissage d'Apollo et de Viking. Le premier aussi, il a vu des montagnes et des volcans sur Vénus. Mais là, durant 2 minutes et 49 secondes, il va mobiliser toute sa puissance et briller 10 milliards de fois plus qu'une étoile. Ce message radio arrivera à destination dans 25 000 ans. Mais là-bas, dans ce groupe d'1 million d'étoiles, l'amas d'Hercule, quelqu'un l'entendra-t-il ? Le pionnier de ces recherches, c'est lui, Frank Drake. En 1960, il pointe une antenne vers 2 étoiles solaires proches
et les écoute pendant 200 heures. Cette idée que nous pourrions capter les signaux d'éventuelles intelligences extraterrestres va faire son chemin. Et c'est la NASA qui va lui donner ses lettres de crédit en inscrivant le projet SETI dans son programme de recherche de la vie dans l'univers. La théorie est simple. Toute planète habitée par une civilisation technologiquement développée peut être repérée par les signaux radioélectriques qu'elle émet. Les habitués de la bande FM auront déjà compris. Chercher des signaux radio extraterrestres, cela signifie trouver par hasard, au milieu de 1000 milliards de fréquences muettes, une seule émission. Pire, vous ne savez pas si cette radio existe, quand et combien de temps elle émet, à quelle fréquence, à quelle puissance. En comparaison, trouver une aiguille dans une montagne de foin est un jeu d'enfant. Les alertes SETI ne vont pas manquer. Avions espions, satellites, bruits parasites. Les astronomes doivent vérifier chaque signal suspect. C'est dans la constellation du Petit Renard qu'une jeune étudiante de l'université de Cambridge va découvrir un signal radio tout à fait inhabituel. L'émission, extraordinairement rapide et ponctuelle, fut baptisée Petits Hommes Verts par les observateurs, tant sa régularité paraissait artificielle. Hélas, il ne s'agissait pas de morses lancées par des extraterrestres. Les astronomes découvrirent qu'une étoile extraordinairement dense, tournoyant sur elle-même, balayait la Terre d'un faisceau radio, comme la lumière intermittente d'un phare. Aujourd'hui, plus de 300 de ces pulsars ont été découverts dans notre galaxie. Pour l'américaine Jill Tarter, comme pour François Biraud, de la station radioastronomique de Nancy, le programme SETI est celui d'une longue quête du Graal. Ensemble, pendant 10 ans, ils ont écouté des étoiles proches, aussi lumineuses et massives que le Soleil. Sans résultat. Avec le second radiotélescope au monde par sa puissance, ils se sont entraînés à pointer avec cette antenne plus de 300 étoiles. Leurs signaux, focalisés par ce grand miroir métallique, n'ont rien révélé de suspect pour l'instant. Mais avec la mise au point d'un nouveau récepteur capable d'analyser 10 millions de fréquences par seconde, un nouveau cap est franchi. L'univers, rempli de poussière d'étoiles, cache-t-il d'autres civilisations? Les astronomes y croient. Alors, il y a 3 hypothèses successives qui me semblent tout à fait raisonnables. La première hypothèse, c'est de dire que la vie sur Terre est le résultat de l'évolution naturelle de processus physiques du cosmos. Bon, en clair, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un Deus ex machina qui est venu créer la vie. Première hypothèse, raisonnable. Deuxième hypothèse raisonnable, c'est de dire que ce qui est arrivé sur Terre a pu arriver ailleurs. Alors là, il suffit de dire que dans notre galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles, et dans l'univers observable, jusqu'à l'horizon cosmologique, qu'on peut presque photographier, il y a 100 milliards de galaxies. Donc des ailleurs, il y en a énormément. Et troisième hypothèse raisonnable aussi, mais pas au jeu de tout le monde, c'est de dire que l'intelligence humaine n'est pas le summum de ce que le cosmos a pu produire. Alors ça ne plaît pas à certaines personnes, il y a un blocage psychologique qui les empêche d'avaler ce genre d'hypothèse, mais elle est raisonnable. Le programme SETI, abandonné par la NASA pour des raisons budgétaires, est aujourd'hui le fait de recherche privée. Rebaptisé Phoenix, ce programme prévoit la surveillance de 800 étoiles. Toutes situées à moins de 80 années-lumière de la Terre,
toutes de masse, de luminosité et de type solaire. En cas d'alerte, le radiotélescope de Nancy se pointera sur l'étoile suspecte. Pour la recherche fondamentale, une nouvelle discipline est née, la bioastronomie. On a l'impression maintenant que cet univers physique, en fait, il faut le remplacer par un cosmos biologique. Parce que toutes les recherches de ces 10 dernières années, au point de vue vie dans l'univers, ont révélé que la vie, de façon très primitive, évidemment, molécules organiques, mais acides aminés déjà, plus complexes, était largement répandue partout dans le cosmos. Donc on est en présence de ce cosmos biologique plutôt que d'un univers physique. Et si les recherches de la bioastronomie continuent à progresser au rythme qu'elle a actuellement, ce paradigme prendra de plus en plus d'ampleur, et l'ampleur sera extraordinaire si on découvre vraiment un signal artificiel venant d'autres civilisations. Ça n'a rien donné celle-là. Dominique, on va essayer la suivante. Alors l'étoile numéro 247, je crois que tu peux la pointer. D'accord. Merci. La recherche d'un signal intelligent, d'origine extraterrestre, sera de toute façon une tâche digne des grands travaux d'Hercule. Mais pour les bioastronomes, ne pas chercher signifie ne jamais trouver. Et même s'ils ont l'éternité devant eux, l'enjeu est de stimuler l'imagination et de faire progresser les techniques. C'est vraiment ici le cœur du système, l'endroit le plus sensible. On l'entend battre d'ailleurs. C'est là que les signaux captés directement par le radiotélescope sont tout de suite amplifiés pour être sauvegardés et envoyés pour analyse après dans le laboratoire focal. L'énigme la plus irritante de l'astrophysique et paradoxalement la plus simple prend la forme d'un avis de recherche. Y a-t-il, en dehors de notre propre système solaire, d'autres planètes tournant autour d'autres étoiles quelque part dans l'univers? Nous savons que notre galaxie compte 200 milliards d'étoiles et qu'autour de l'une d'elles tournent 9 planètes. Alors, pourquoi n'en avoir jamais observé d'autres? Pour une raison simple. Une étoile comme le Soleil est 250 millions de fois plus lumineuse que Jupiter. Depuis la Terre, les mondes extraterrestres sont noyés dans la lumière des étoiles. Avec le télescope spatial, les astronomes ont imaginé un système d'occultation, un cache minuscule qui masque les étoiles et devrait permettre de repérer la lueur infime d'une planète extrasolaire. Même guéri de sa myopie, l'œil de Hubble a bien peu de chances de révéler la présence d'un astre de la taille de Jupiter. Et pour trouver une planète comme la Terre, il lui faudrait voir dans le halo de l'étoile un petit point 1 milliard de fois moins lumineux que son Soleil. Qui peut bien imaginer les paysages des millions de planètes de la galaxie? Il y aura des mondes tristes et glacés, sans atmosphère. Il y aura aussi des planètes où il fera bon vivre, avec des océans, des plages à perte de vue et dans le ciel, la lumière, la chaleur des couples d'étoiles. Il y aura de la douceur et de la violence. Dans les amas d'étoiles jeunes, des terres en formation répètent sans doute l'histoire du cycle de la lumière,
de la matière et peut-être de la vie. Les chasseurs de planètes sont têtus. Puisqu'elles restent invisibles au télescope, ce sont les effets de leur présence qui vont être recherchés. Bien que cela ne soit pas visible à l'œil nu, les étoiles bougent dans le ciel. Ainsi, dans quelques millions d'années, les constellations auront changé de forme. L'espoir des astronomes, c'est de détecter des anomalies de mouvement dans la course des étoiles. Une trajectoire qui ne serait pas bien droite prouverait qu'un corps étranger la perturbe. Avec Hipparcos, le premier satellite astrométrique, les scientifiques européens ont entrepris de mesurer la position et le mouvement de 400 000 étoiles proches. Exercice diabolique. On a mesuré que Jupiter perturbe la vitesse du Soleil de 13 mètres par seconde. Conclusion. Toute étoile qui présenterait une infime variation de vitesse serait entourée d'un cortège planétaire. Une expérience à la limite des capacités instrumentales. Pourtant, dans cette pêche à la ligne, certains restent optimistes. Ainsi, depuis des années, quelques astronomes observent avec curiosité le comportement de l'étoile Gamma Céphée. Selon eux, une planète 2 fois plus massive que Jupiter perturbe son mouvement. Reste que personne ne l'a jamais observé directement et qu'au bout du compte, le bilan est bien maigre. Nouveaux indices, nouvelles pistes. Le satellite infrarouge IRAS aurait détecté autour d'une quarantaine d'étoiles la présence de disques de poussière. Quelque chose qui pourrait ressembler de très près à des berceaux à planètes. Un seul d'entre eux a pu être visualisé. Il entoure Beta Pictoris, une jeune étoile de 500 millions d'années dans la constellation de l'atelier du peintre. Si tout se passe comme le prévoient les théoriciens, dans ce disque de poussière en rotation se cache une planète de la taille d'Uranus. C'est l'un des endroits les plus ensoleillés de France. Dans les Hautes-Alpes, près de Grenoble, l'observatoire du plateau de Bure fonctionne de jour comme de nuit. Ici, 3 télescopes millimétriques, c'est-à-dire 3 instruments capables d'observer le ciel entre les courtes et les grandes longueurs d'onde, conjuguent leur puissance pour voir naître les étoiles dans les nébuleuses. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de rechercher des planètes, mais de comprendre, en remontant dans leur petite enfance, comment évoluent les étoiles, dont le destin est très proche de celui du Soleil. Les astronomes ont découvert que ces étoiles très jeunes, au moins 1 sur 2, sont entourées d'un disque de matière très froid. Comme le Soleil, il y a 5 milliards d'années. Curieux miroir d'espace et de temps que cet univers où se reproduirait partout l'aventure du système solaire. Et comment ne pas penser à celle de l'homme? À l'époque actuelle, nous avons accumulé des données
dans le domaine du système solaire, dans le domaine des étoiles, dans le domaine des galaxies, et nous avons déjà maintenant une petite idée de la place de l'homme dans l'univers. Alors évidemment c'est un grand débat. Selon les opinions de chacun, les uns voudraient que l'homme soit le but de l'univers, les autres voudraient que l'homme soit quelque chose de central, de très important, les autres considèrent que c'est un phénomène mineur. Alors c'est souvent affaire de conviction, mais je crois quand même que la grande leçon de l'astrophysique, eh bien ce qui se passe, c'est la même chose que l'évolution d'un enfant. Quand un enfant naît, il est le centre du monde. Quand il devient adolescent, il se considère comme très important. Quand il est un peu plus âgé, il voit bien qu'il y a beaucoup d'autres choses fort diverses dans l'univers. L'histoire de l'humanité, c'est la même chose. Nous avons cru au début que vous étiez le centre de l'univers. Nous savons bien que ce n'est pas vrai. Maintenant, certains ont tendance à croire que l'homme est le but de l'univers. Non, on voit bien qu'il y a tellement de diversité de phénomènes, qu'il y a tellement de choses dans l'univers, que le phénomène homme, le phénomène de la vie, quelque chose de passionnant, de fantastique, de merveilleux qu'on doit étudier, n'est tout de même qu'une petite chose dans l'univers. Il y a certainement des milliers de choses aussi passionnantes, aussi extraordinaires. Et je pense que l'univers dans son ensemble, nous ne savons pas encore complètement comment il évolue, eh bien, on ne sait même pas que l'homme existe. Nous sommes un épiphénomène passionnant, merveilleux, mais un épiphénomène simplement. Le 25 juillet 1991, un coup de tonnerre réveille la paresse estivale. Par la grande presse, le monde apprend que des astronomes anglais, utilisant le radiotélescope de Jodrell Bank, ont découvert une planète. À 30 000 années-lumière de nous, dans la constellation de l'écu de Sobieski, un astre 10 fois plus massif que la Terre tournerait autour d'un pulsar. L'information a de quoi surprendre, car un pulsar, ce n'est pas une étoile normale. C'est un astre mort, qui tourne sur lui-même comme une toupie plusieurs centaines de fois par seconde, et dont les émissions radio balayent le ciel avec la régularité d'un métronome. À l'origine de cette bizarrerie de la nature, il y a une étoile géante. Une étoile qui va mourir dans une fabuleuse explosion. Cette supernova, c'est le nom que lui donnent les astronomes, va conserver un noyau. Un cœur super dense qui va pulser avec la régularité d'une horloge atomique. Que se passe-t-il autour de cet objet, sorti tout droit des bouches de l'enfer? Une planète a-t-elle pu survivre à l'apocalypse nucléaire? Finalement, la découverte sera démentie. Mais des astronomes américains vont prendre le relais et annoncer que 2, peut-être 3 planètes tournent autour d'un pulsar dans la constellation de la Vierge. On le devine bien, la pression est très forte. Celui qui découvrira de façon certaine la première planète extrasolaire restera dans l'histoire, même s'il ne s'agit pas de l'Éden que nous espérons. Aujourd'hui, les astronomes en sont convaincus. C'est de preuves directes dont nous avons besoin. Pas seulement une perturbation dans le mouvement d'une étoile ou des fluctuations dans un signal radio, mais une image nette, sûre, incontestable. Le projet du VLT, le Very Large Telescope, dont les Européens ont entamé la construction au Chili, devrait nous le permettre. Ici, dans la cordillère des Andes, les télescopes du XXIe siècle ont fait leur apparition. Le NTT, premier télescope de nouvelle technologie, est piloté directement par satellite depuis l'Europe. Équipé d'une nouvelle coupole, d'une nouvelle monture et d'un miroir mince qui corrige ses propres déformations, le NTT est capable de voir une pièce de 1 franc à une distance de 12 km. Ces images sont la preuve qu'en l'an 2000, nous pourrons observer directement des planètes. Mais des planètes aux civilisations capables d'envoyer des messages, le fossé à la taille d'un monde.
Chez les bioastronomes, l'optimisme est une philosophie. Évidemment, on fait SETI avec l'espoir de capter un signal. Alors, déjà, dès le moment où on aura capté de façon sûre, vérifié, un signal artificiel, tout de suite, on saura qu'on n'est pas seul dans l'univers. Dans cet univers immense, il y a d'autres personnes, enfin, personnes, entre guillemets, hein, on ne peut pas préjuger de leur nature, mais enfin, il y a d'autres êtres intelligents, développés technologiquement, qui sont capables de vivre depuis peut-être des millions d'années sur peut-être une planète ou n'importe quoi d'autre. Donc on n'est pas seul dans l'univers. Alors c'est quelque chose qui sera très profondément marquant pour toutes les personnes qui réfléchissent un peu à la place des hommes dans cet univers. Ça pose des questions philosophiques, métaphysiques aussi, et on est très conscient que ça peut avoir des conséquences pratiques aussi, de panique ou de mal-compréhension très importantes. Alors, on prend des étapes protectrices pour ça. En particulier, en plusieurs années, on a mis sur pied un protocole d'annonce en cas de découverte de signal artificiel extraterrestre. La philosophie de base là-dedans, c'est de dire que si un signal extraterrestre est capté, il appartiendra au patrimoine universel de l'humanité entière. En cherchant la vie extraterrestre, nous sommes partis en quête de nos origines. Celle de la vie sur Terre, mais aussi des planètes, des étoiles, de l'univers entier. Comment et pourquoi sommes-nous ici? Dans l'histoire de l'univers se dessinent maintenant des réponses à nos questions millénaires. Nous vivons dans un univers qui est apparu il y a environ 15 milliards d'années, dans un état de simplicité totale, de chaos, dans lequel il n'y avait aucune structure, aucune de ces structures que nous connaissons, ni galaxies, ni étoiles, ni atomes, ni molécules, ni plantes, ni animaux, bien sûr, il n'y avait pas de planète, rien. Et on peut raconter l'histoire de l'univers en disant comment, au cours des âges, on voit apparaître des structures toujours plus complexes. Dès qu'on regarde sur une grande échelle, quand on prend en compte tout ce que nous apprend l'astronomie d'une part, la biologie d'autre part, cela me paraît tout à fait incontournable. Je ne vois pas comment on peut éviter cette conclusion. Ce qui est intéressant, c'est de discuter cela, de discuter qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'interprétation de tout cela, comment ça s'est passé. Alors, ce qui semble clair aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas passé d'une façon qu'on pourrait dire être la façon de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui s'est déroulé comme l'ingénieur qui fait un instrument ou un bâtiment, l'architecte qui pose chaque pierre. Tout cela n'était pas déterminé à se passer exactement d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Je crois qu'une comparaison qui me paraît intéressante, qui est employée par beaucoup de biologistes, c'est plutôt la comparaison avec le bricoleur. Le bricoleur, c'est celui qui a une idée en tête, il veut faire quelque chose, par exemple un avion, il veut voler, mais au départ, il ne sait pas du tout comment il va le faire, et il va utiliser tout ce qui lui tombe sous la main, et il va aussi beaucoup utiliser le hasard, bien sûr. Il va trouver quelque chose par hasard, il va le prendre ou il ne le prendra pas. Il va utiliser ce qu'on appelle la contingence. Et ce que les biologistes nous disent aujourd'hui, je crois qu'ils ont parfaitement raison, c'est que la contingence a joué un rôle important dans cette évolution de la complexité. Nous sommes 5 milliards d'êtres humains sur la Terre, nous sommes tous différents les uns des autres, nous obéissons tous aux lois de la nature, il n'est pas possible de désobéir aux lois de la nature, mais ces lois de la nature ne sont pas totalement déterminantes. C'est ça le point important. Elles permettent à 5 milliards de personnes, sans les transgresser, de développer une vie indépendante avec sa personnalité, sa sensibilité. De la même façon, elles permettent la possibilité d'une très grande variété de formes animales, de formes végétales. Alors, je pense que c'est ça. Ce qui me paraît être l'interprétation, c'est de cette croissance de la complexité. D'abord, il y a ce fait, pour moi, indéniable. Je ne vois pas comment on pourrait revenir là-dessus. C'est trop clairement établi qu'il y a eu cet état chaotique du début, cette naissance progressive de structures organisées. Je pense qu'il faut abandonner l'idée que cela correspond à une planification précise avec des dates, avec un déterminisme. Et d'ailleurs, non seulement cela, mais je crois que si c'était déterminé, ça n'aurait pas la variété que ça a. Si c'était déterminé, ça produirait toujours la même chose.
Bye.